Donc nous sommes ici parce que vous avez beaucoup de chance d'habiter Meudon ou d'aimer Meudon ou d'être à Meudon, puisque c'est un des plus hauts lieux de l'histoire de l'aérostation et de l'aéronautique. L'homme a toujours rêvé de voler, depuis Icare, vous connaissez tout ça. Il y a des Léonard de Vinci qui ont essayé d'inventer des trucs, ça n'a pas marché. En fait, chaque fois qu'on a essayé de voler, on s'est cassé la figure. Et puis, il a fallu qu'en 1783, les frères Montgolfier découvrent la montgolfière, c'est-à-dire le ballon à air chaud, pour que enfin l'homme puisse s'affranchir d'une certaine manière de la pesanteur. D'abord, ils ont volé, ou plutôt ils ont fait voler, parce qu'ils n'étaient pas du tout candidats à être pilotes d'essai sur leur ballon. C'est donc d'autres qui ont volé, vous le savez, le marquis d'Arlande et puis son nom m'échappe d'ailleurs, parce que voilà. Et donc, si vous voulez, ici, à Meudon, on va retrouver des étapes essentielles de toute l'histoire de l'aéronautique. On retrouve le ballon de Fleurus en 1794, on retrouve l'Observatoire fondé en 1876, le hangar Y en 1879, avec le premier dirigeable qui s'appelait la France en 1800, qui s'appelait l'Entreprenant, non la France en 1884, la soufflerie de type Eiffel, qui fonctionne pour certaines de ses parties encore aujourd'hui, et qui a été copiée sur la soufflerie d'Eiffel Auteuil en 1929, et puis le conservatoire de l'aéronautique en 1919, qui maintenant a disparu et qui est devenu le musée de l'air. Et puis quand on me dit Meudon, je pense toujours évidemment au premier voyage aérien en circuit fermé, qui a été réalisé par Renard et par Krebs. Alors, après qu'on ait inventé la montgolfière et le ballon à gaz, montgolfière 1783, 2 mois après, les frères Charles et les frères Robert inventent le ballon à gaz, c'est-à-dire le ballon qu'on gonfle avec de l'hydrogène. Et ce ballon, évidemment, est un petit peu plus souple d'emploi que la montgolfière. La montgolfière, il faut faire du feu dessous, il faut chauffer l'air, il faut partir avec son feu. Le feu, les montgolfières sont au début faites avec du papier. Vous voyez, le feu, le papier, tout ça, bon, c'est pas terrible. Et évidemment, c'est pas dirigeable, c'est-à-dire que ça va au gré du vent. Le ballon de Charles et des frères Robert, il va aussi au gré du vent, il emmène lui aussi du lest parce qu'au fur et à mesure que sa portance diminue, c'est-à-dire que le gaz s'échappe, on largue du sable, des cailloux et ça permet de rester un peu plus longtemps en l'air. Mais lui aussi, il va aller un peu au gré du vent et donc c'est toujours pas un moyen de transport. Ça va durer comme ça pendant des années. Nadar va découvrir la photo aérienne grâce à la montgolfière ou au ballon à gaz. Et puis, on va inventer le parachute, puisque jusque-là, le seul moyen pour sauter avec quelque chose qui allait un jour ressembler au parachute, c'était de se mettre en haut d'une tour ou des choses comme ça. C'était trop bas, on ne pouvait pas vraiment mettre au point des parachutes. Alors, Garnerin va inventer le parachute. Il va sauter, il va faire sauter sa femme, sa fille, enfin, toute la famille va sauter. Après, ils vont en faire sauter quelques autres. Et on fera des baptêmes de saut en parachute, comme on va faire ensuite des baptêmes de montgolfière ou des baptêmes de ballon. Tout ça, ça va durer quasiment un siècle, mais bon, cet engin ne sert pas à grand-chose. 1870, Paris, siège de Paris, les Prussiens sont autour, et au milieu, il y a Gambetta, qui est le chef du gouvernement, et puis on essaye de correspondre un peu avec l'extérieur. Alors il va y avoir environ 70 ballons qu'on appelle des ballons montés, qui vont être gonflés avec du gaz de ville, fabriqué en brûlant des ordures et des choses comme ça, et qui vont être largués, et ces ballons vont soit transporter de la poste, comme par exemple des courriers de Mistral de Alphonse Daudet à son ami Mistral, et puis il va y avoir aussi quelques passagers qui vont arriver à quitter Paris pour des raisons graves, par exemple Gambetta qui veut rejoindre les troupes françaises sur les bords de la Loire, donc on le met dans un ballon, il s'envole et il termine à Beauvais, à côté des lignes prussiennes. Pour vous dire que c'est pas terrible. D'autres ballons vont aller se perdre dans l'Atlantique, d'autres dans la mer du Nord. Quelques-uns vont arriver carrément derrière les lignes allemandes. Globalement, il n'y aura pas trop de victimes quand même. Donc voilà, le ballon a quand même quelques difficultés. Mais il ne faut pas oublier qu'en 1794, le premier usage, ça a été par les dirigeants de la Révolution française qui ont voulu surveiller les troupes coalisées contre la France. Alors, je ne sais pas si c'est ça qu'on voit ici. Voilà, près de Charleroi, les troupes coalisées contre la France, c'est-à-dire celles du Saint-Empire romain germanique, l'électorat de Hanovre, qui s'opposait à la France et surtout aux révolutionnaires et aux régicides. Alors, on a emmené un ballon qui a été conçu ici, à Meudon. C'est ici qu'ont eu lieu les premiers essais.
Et évidemment, bon, ce ballon était captif, hein, il était attaché, sinon avec le vent, il serait parti évidemment chez les Prussiens, comme d'habitude. Enfin, du mauvais côté, puisque ce n'étaient pas les Prussiens à ce moment-là. Enfin, ils y étaient, mais il n'y avait pas qu'eux. Et simplement, il faut trimballer l'usine à hydrogène, tirée par les chevaux, il faut gonfler le ballon, on met des gars dans une nacelle, et que fait l'ennemi? Il tire sur les gars qui sont dans la nacelle. Donc on s'aperçoit que c'est bien d'avoir des observateurs, mais l'usage militaire du ballon n'est vraiment pas terrible. Un siècle plus tard, 1884, on peut passer à une diapo suivante. Donc ça, je vous l'ai dit, donc le comité de salut public a ordonné des tests sur des ballons. Ensuite, ça c'est le ballon Fleurus que je viens de vous raconter. On peut passer, il s'appelait l'Entreprenant, on peut passer. Ensuite, en 1876, on va fonder l'Observatoire de Meudon. Pourquoi? Parce que c'est un point haut en région parisienne, hein, et c'est aussi ici qu'on va faire un certain nombre d'essais aéronautiques, parce qu'un point haut, c'est un avantage, c'est que ça donne un petit peu de possibilités pour descendre. Voilà. Et Monsieur Renard et Monsieur Krebs vont décider, puisqu'on commence à disposer de moteurs, vont décider de faire le premier ballon dirigeable au monde. Alors ils mettent un moteur électrique sur leur premier dirigeable. Et Charles Renard, né en 1947, mort à Meudon, qui, avec Krebs, va parvenir à, diapo suivante, il ne faut pas que je traîne, va parvenir... Alors ça, c'est pas ce que je voulais, ça ne doit pas être dans l'ordre. Voilà, le 9 août 1884, à 19,8 km/h, Charles Renard et Arthur Krebs font à Meudon le premier voyage aérien en circuit fermé. Il faut savoir que jusque-là, il n'y a pas d'avion. Il va être inventé par Clément Ader un peu à partir de 1890 et par les frères Wright à partir de 1903. Jusque-là, les seules choses qui volent, c'est des ballons. Bon, on voit se balader Santos Dumont de temps en temps avec un petit ballon à pédale qui lui permet de rentrer chez lui aux Champs-Élysées. Enfin, ça fait rigoler tout le monde. Mais ce n'est pas d'une grande utilité. En revanche, ce ballon-là, dirigeable, va être l'ancêtre de ce que vont être les Zeppelins qui, pendant un temps, vont être le moyen de transport des années 20 et des années 30 jusqu'à la grande catastrophe du Hindenburg aux États-Unis, à Lakehurst. Donc cet entreprenant fait le premier record, c'est-à-dire le premier ballon qui est capable de partir d'un point, de faire un tour et de revenir à son point de départ. Et c'est ici, à Meudon, que ça s'est passé. Alors l'Observatoire de Meudon, je vous ai dit qu'il avait été fondé en 1876 à l'initiative d'un monsieur qui s'appelait Janssen. Et cet observatoire continue à être un grand observatoire puisqu'il possède la plus grande lunette astronomique du monde. Alors je crois que ça c'était mon ballon, hein, c'est le dirigeable La France qui a réalisé le premier vol dont je vous ai parlé, le voilà aussi. On va passer à la prochaine. Non, alors la soufflerie, je voulais y venir plus tard. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, diapo d'après. Voilà, encore une. Bon, mais c'est pas ça. Alors, c'est pas grave. Revenez un peu en arrière et ça illustrera mon propos. Donc, l'Observatoire de Meudon va être installé à partir de 1876. Il va être doté d'instruments très novateurs. Et à partir de 1926, il va être associé à l'Observatoire de Paris. Et donc, associé à l'Observatoire de Paris, il va perdre un certain nombre de ses prérogatives. Mais il va quand même garder notamment un certain nombre de tâches concernant l'observation du Soleil. Je vous ai parlé de Charles Renard, donc on peut passer un peu plus loin. On va venir à la soufflerie. La voilà. Alors la grande soufflerie, elle a été installée là parce qu'il y avait un superbe parc et qu'il y avait ce grand hangar, qu'il y avait ces ballons, que c'était l'époque où Eiffel lui-même avait installé une soufflerie sous la tour Eiffel, qui lui a d'ailleurs au départ servi à souffler les éléments de la tour Eiffel, puis à souffler les premiers avions qu'il a construits, puisque Eiffel a construit des avions. Et cette soufflerie, d'ailleurs, existe toujours. Elle est rue d'Auteuil à Paris, on peut la visiter. Et elle fonctionne toujours. Elle a toujours des missions, toute petite soufflerie, mais elle est toujours en plein Paris. Il se trouve que là, on a pu faire au contraire une soufflerie absolument immense. Hein. Vous voyez un peu les soufflantes. Moi, je suis entré dedans 2 ou 3 fois. On peut y mettre des avions entiers, etc. Elle permettait de faire des essais sur des maquettes à des vitesses supersoniques. On a d'ailleurs soufflé Concorde dans cette soufflerie, ce qui n'est pas la moindre des choses. Et la grande soufflerie a été fermée, mais elle fait partie de l'ensemble des souffleries de l'ONERA. Il y a encore des installations qui fonctionnent ici à Meudon.
Enfin, après la guerre de 14, donc après l'essor de l'aviation, on peut dire, on a pensé que c'était un petit peu dommage de laisser toutes ces découvertes qui avaient été faites pendant la guerre et de ne pas créer une sorte de conservatoire de l'aéronautique. Alors il a été installé ici, à Meudon, et il y est resté très longtemps, puisque le musée de l'air du Bourget, qui est l'héritier de ce conservatoire de l'aéronautique, a été installé sur le terrain du Bourget quand l'aéroport a été fermé au trafic commercial régulier en 1974. Et donc moi je me souviens être venu ici visiter le musée, le premier musée de l'air du monde, puisque c'était le premier musée de l'air du monde, et on y trouvait des casemates qui reconstituaient l'ambiance du bar de l'escadrille avec les avions, les maquettes d'aviateurs, etc., etc. Enfin, c'était quelque chose d'assez formidable. Donc voilà, Meudon est un endroit où il s'est passé des choses étonnantes. Et on peut passer à la diapo suivante et dire que si ce n'est pas un rêve, eh bien, ça y ressemble. Merci.